Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autour d'un verre avec Will. Comment ça va? Ça va et toi François? Ça va bien, ça va bien. De quoi on va parler aujourd'hui, Will? Dis-moi. Pardon, je buvais déjà de mon verre, tu vois, parce que t'as dit autour d'un verre, j'ai eu envie de tremper mes lèvres. Aujourd'hui on va parler de la remise en question. Comme d'habitude, on parle, je pense, assez souvent de la remise en question dans nos podcasts. Là, on en dédie un à la thématique. Ce sera un podcast non exhaustif sur la thématique, mais vous êtes les bienvenus dans les commentaires pour aussi partager vos expériences. Bien sûr. On rappelle qu'on n'est pas des experts dans tous ces domaines. Mais on partage nos expériences. Un peu comme des... En fait, le but de ce autour d'un verre, c'est on est un peu des gars autour d'un comptoir à boire des coups et on parle de la vie. Et tu penses que c'est bien. Tu sais, ces soirées où c'est 2h du mat et tu dis des folies, mais en fait, ce que tu dis, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est un peu ça, en fait, ce podcast. C'est un peu ça, c'est ça le but, en fait. Et si ça vous rejoint, tant mieux. Oui. Donc, la remise en question, François, et je vais te poser une première question. Pour toi, non, arrête de faire comme ça. C'est quoi se remettre en question? En fait, c'est tout simple. Pour moi, c'est tout simple. Enfin, c'est de faire une auto-analyse de ton comportement dans ce que tu dis en général, sur ta manière d'agir, en fait. Je dirais. C'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, c'est se rendre vulnérable, de se remettre en question. Soit personnellement, parce que tu as besoin d'avancer et de changer des choses dans ta vie qui font peut-être que tu es bloqué dans certains domaines de ta vie, personnel, professionnel, peu importe. Je pense que la remise en question, c'est un outil pour essayer d'aller au-delà. Un des outils, mais il ne faut pas que ça. Il faut, je pense, aussi un petit peu de gens autour de toi qui arrivent à te guider aussi, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment se rendre vulnérable et sans non plus être dans le truc de ne jamais avoir confiance dans ce que tu fais, tu vois. Oui, j'aime bien ce que tu dis parce que ça m'a fait tilt sur un des épisodes qu'on avait fait il y a quelques semaines, un autour d'un verre où on parlait de faire la paix avec soi-même, etc. Et je trouve que c'est assez lié avec ça parce que je pense pas que tu peux te remettre en question si t'as pas fait la paix avec toi-même et si tu connais pas tes qualités et tes défauts. Tu vois, parce que quelqu'un qui se dit moi je suis le meilleur, enfin tu vois, je caricature, mais qui dit tout va bien dans ma vie et tout, il va jamais se remettre en question. Et puis après, comme tu dis, j'aime trop en fait ce que tu dis, merci. Par rapport à la vulnérabilité, c'est parce que souvent moi j'étais, il y a quelques années, j'étais très à pas trop me remettre en question, en tout cas de me voiler la face par rapport à des situations, parce que j'étais pas aussi non plus sûr de moi. Et du coup... Des fois, on a l'impression que d'être vulnérable, c'est un manque de confiance en soi, alors que je trouve que c'est plutôt presque même l'inverse. C'est l'inverse. En fait, ça va pas redéfinir cette vulnérabilité, cette remise en question, influence pas profondément qui tu es. Mais il faut déjà être vachement bien ancré. Je pense dans le moment, il y a des moments de vie où je pense que c'est pas les bons moments pour se remettre en question, tu vois. Dans une situation de dépression, dans des situations vraiment, tu sais, ou de deuil ou comme ça, je pense que c'est des moments où il faut laisser passer la tempête, se faire accompagner là-dedans. Mais je pense pas que c'est des moments où c'est bien de faire des grands chamboulements dans sa vie et tu vois. Je trouve que ces moments de remise en question, c'est plus pour moi, c'est des moments qui sont plus des moments de stagnation dans ma vie où je vais me dire, ok, là je sens qu'il y a un peu de la peine à avancer, mais je suis bien dans mes basques, socialement ça se passe bien, etc. Puis là je suis prêt à une remise en question, à une mise en danger un peu de ma condition. Puis tu choisis la zone que tu mets en danger aussi, tu vois. Ouais, méga intéressant. Mais je pense qu'il faut pas se remettre en question dans des moments où on va pas bien. Parce que on est trop sur le coup d'émotions qui vont nous porter sur, tu vois, typiquement la peur. Souvent on dit, c'est un peu un truc de notre siècle, c'est de dire il faut écouter son cœur. En fait, écouter son cœur, c'est écouter ses émotions, et c'est bien d'écouter ses émotions, mais les émotions sont des signaux d'alerte. Typiquement, la peur, c'est une émotion qui est hyper importante, mais si tu prends des décisions en fonction de ta peur, ça va pas forcément être des décisions qui vont être rationnelles. Ni quand tu es super enjoué pour un truc, de prendre des décisions dans ces moments-là, potentiellement, tu vas être trop positif par rapport à la situation. Donc, c'est bien, je pense, de faire le mix avec une analyse un peu plus intellectuelle de la chose et pas que émotionnelle.
C'est hyper intéressant. Et puis là, on parlait de remise en question, donc je dirais émotionnelle, mais il y a aussi des fois des remises en question professionnelles. Et dans nos domaines, on l'avait déjà évoqué, mais je crois dans une ancienne saison, il me semble, hein, je ne sais plus exactement quand, mais quand je crois qu'on parlait de développer son art. Je ne sais plus quand c'est qu'on a parlé de ça, mais il me semble qu'on avait discuté justement que la remise en question est ultra importante pour éviter de stagner en fait et de ne pas se renouveler. De cette remise en question, de se dire mais attends, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je véhicule comme message, etc. Mais que ça soit dans les métiers artistiques ou pas, hein, tu peux très bien être plombier et puis te remettre en question. Mais ouais, on l'avait évoqué aussi à ce niveau-là. Toi, je dirais maintenant au niveau peut-être du travail de l'agence, tu vois, est-ce que tu as un moment que tu identifierais où tu t'es remis en question sur un point précis ou une période qui a été... je dirais, comme je disais juste maintenant, il y a une remise en question constamment, qui est des fois un peu épuisante aussi. Tu sais, on en a encore une fois discuté dans un autre podcast où on cherche la perfection, tout ça, machin. Et je pense que c'est bien de se remettre en question, mais c'est épuisant aussi d'une part, des fois. Donc, il faut trouver un peu un équilibre que j'essaie toujours de trouver. Mais heureusement, c'est bientôt les vacances, donc on va pouvoir se reposer là-dessus. Mais maintenant, au niveau plus travail concret, ce qui s'est passé, à l'agence, j'ai eu d'autres responsabilités, une équipe, donc il y a aussi des cours de management qui ont suivi. Et puis là, en fait, parce que moi, j'ai jamais appris à être manager, tu vois, j'ai jamais appris à être un chef d'une équipe. Donc, t'essayes de faire par toi-même, et puis avec tout ce qu'on t'a appris et surtout tout ce que t'as vu. Et j'ai eu des bons exemples, heureusement. Mais au bout d'un moment, tu as quand même une remise en question. Quand je faisais des cours de management, tu étais là, en fait, toi, tu fais comme ça, mais en fait, tu pensais que c'était juste, mais c'est faux. Ou c'est pas totalement vrai. Donc, je dirais un point un peu précis comme ça, c'est ce moment où j'ai eu plus de responsabilités et que j'étais chef d'équipe, etc. Que là, vraiment, j'ai eu une remise en question sur comment tu te places, quoi. Mais est-ce que c'est l'équipe qui a poussé cette remise en question? Non. Le fait de collaborer avec d'autres? Non, moi je pense que ça vient plutôt du fait que j'ai envie d'être le meilleur de moi-même. Je cherche la meilleure version de moi-même et que ça soit purement dans ce que j'applique, donc dans une vidéo, un film, même de la photographie ou comme ça, mais aussi dans ma façon d'être. Et j'ai plein de défauts. Mais je suis pas parfait, loin de là, mais j'essaye d'être quand même la meilleure version de moi-même. Donc je dirais que c'est plutôt moi avec moi-même. C'est un peu un auto-challenge de cette remise en question. Ouais. Et toi? Je trouve que la partie où tu es seul avec toi-même à remettre des choses en question, elle est assez facile pour moi. Et je dis pas que je fais tout juste, sûrement que ma remise en question est peut-être pas axé de la bonne manière ou je sais pas. Mais seul avec moi-même, ça roule sur des décisions de vie, sur des trucs comme ça où vraiment ça me concerne que moi. Une remise en question que je trouve super, super difficile, c'est avec les personnes que tu côtoies au quotidien. En l'occurrence, dans mon cas, c'est mes collègues, dont je suis le chef. Et ça instaure une différence aussi d'avoir ce grade, en fait, qui est pas facile toujours à assumer, tu vois, parce que quand tu es entre collègues de même niveau, et je dis pas que je suis au-dessus, mais j'ai un rôle dans l'entreprise qui est autre, quand tu es de même niveau, en fait, tu peux un peu te challenger parmi sans que ça change vraiment le fonctionnement profond de la boîte ou je sais pas. Mais en tant que boss, il y a quand même un côté où c'est hyper important de se remettre en question, et encore plus souvent, je pense, que les employés. Mais de pas non plus se laisser tirer selon les désirs d'une personne dans la boîte ou comme ça, tu vois, de rester en même temps la stabilité. Et c'est pas facile en fait. C'est pas facile dans ta position parce que tu dois trancher. Et puis il y a un moment où tu te dis, ok, s'il y a une personne qui me dit un truc sur un fonctionnement qui serait peut-être pas idéal ou comme ça,
bah, tu peux te dire c'est des opinions qui divergent, mais voilà. Oui. Puis du moment où tu as deux collègues, 3 collègues qui commencent à te dire la même chose, ou que tu as un sentiment d'équipe et tout, et ben là, en fait, il faut avoir assez de jugeote pour se dire, attends, arrête de rester sur tes acquis. Soit il y a un souci profond, un mal-être dans l'entreprise, dans le groupe, qui fait qu'il faut qu'on évolue vers quelque chose d'autre. Et je crois que ça, dernièrement, on l'a fait dans l'agence, c'est-à-dire qu'on a repriorisé peut-être des choses. Et heureusement qu'on l'a fait, heureusement qu'on a eu cette remise en question peut-être collective. Puis il y a des fois où tu te dis, OK, il y a peut-être cette souffrance chez les gens. Quelle est la réponse qu'on va pouvoir apporter? Est-ce que, tu vois, en tant que manager de la team, en fait, est-ce que tu réponds à ce qu'on te demande en donnant ce qu'on te demande, ou est-ce que tu réponds en disant, on va essayer d'aller creuser plus loin? Et ça, c'est méga dur, je trouve. Parce que tu peux pas contenter tout le monde, tu vois. On est une dizaine dans l'agence. Il y a un côté où forcément, une personne qui va être touchée par un truc va... Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais... Après, voilà, c'est toujours une question aussi de structure. Nous, on n'a pas un système non plus avec un boss à la tête qui... on est assez flat quand même dans notre hiérarchisation, on va dire. Il y a des rôles. Mais ouais, c'est... on avait parlé délicat. De hiérarchie encore une fois dans un autre podcast. Et puis, c'est pas négatif, je trouve. Mais maintenant, c'est clair que j'ai l'impression aussi, plus tu as de responsabilités, plus tu as de remise en question. Sur plein de sujets, parce qu'on t'apporte aussi, peut-être t'es aussi beaucoup plus sollicité. Mais après, c'est clair qu'à contrario, pour les employés ou d'une boîte, c'est aussi important de la remise en question. Je veux dire, quand je travaille dans d'autres domaines, des fois, t'es là, OK, comment moi-même je peux changer pour que ça aille vers la direction de la vision de la boîte, quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un outil aussi qui est hyper important, parce que on est dans un métier qui évolue énormément, qui a énormément évolué ces dernières années, quand les photographes sont passés de l'argentique au numérique. Enfin, c'est très schématique ça, mais il y a eu des évolutions technologiques dans notre métier, et il y en a toujours, et il y a quand même une accélération de cette évolution-là. Bien sûr que, on va dire, les 50 dernières années, ça a été fait de plein d'évolutions. En argentique, il y avait déjà eu plein d'évolutions. Mais là, ces dernières années, tu vois, où tu as de l'IA, tu as du matériel qui est de plus en plus performant mêlé à de l'IA. C'est le gros boom. C'est le gros boom, et ça remet nos métiers en question de manière profonde. Et je pense que les années qui vont venir, il va y avoir vraiment encore beaucoup, beaucoup de changements. C'est vrai. Comment est-ce que dans nos boulots, on arrive à pouvoir suivre ce train, ou essayer, ou être peut-être des fois un peu en avance? Je pense que ça passe par cette remise en question. Et du moment où on arrête de se remettre en question professionnellement dans ce qu'on crée, je pense qu'on a moyen d'être largué et du coup de perdre un peu pied quand même. Et ce qui n'est pas facile, parce que c'est un métier qui est, je trouve, assez comme ça. Il y a d'autres métiers qui le sont moins. Quand j'étais éduc, oui, tu as des recherches t'as de la recherche qui est faite au niveau psychologique, etc. On apprend de plus en plus de choses sur le fonctionnement de l'humain, mais c'est pas un métier qui change drastiquement, tu vois. Tu as tant d'enfants par éduc formés, la structure reste un peu la même. Là, on est dans un métier où on est en lien avec la technologie, avec les besoins des clients aussi. Puis les besoins des clients, ils ont méga évolué. En fait, là, les photographes, on doit être de plus en plus à faire de la vidéo. Beaucoup de photographes sont devenus vidéastes. Tu vois, en fonction des demandes aussi, il y a ce besoin d'évolution. Après, moi, je dissocie pas mal la remise en question professionnelle et privée. Parce que pour moi, tu peux rencontrer quelqu'un qui est incroyable et qui est plein de sagesse, il se remet en question. Enfin, tu vois, un peu le cliché vraiment du gars ou de la miss qui est au top au niveau remise en question dans sa vie privée. Mais pour elle, ce qu'elle fait comme profession, c'est pas non plus sa passion. En tout cas, elle n'y met pas autant d'importance que par exemple, nous. Parce qu'on travaille quand même avec notre passion, et on veut toujours aller chercher plus loin, plus haut, foncer, etc. Donc c'est clair qu'on est obligé de se remettre en question. Mais aussi des gens, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas les mêmes attentes de leur travail et tout. C'est pas des carriéristes, ou même pas carriéristes, mais c'est pas leur souhait. Et en fait, c'est OK. Bien sûr. Tu vois? Alors moi, j'ai une vision peut-être tranchante sur la question, mais aussi parce que de par mes conditions de vie, comment je suis arrivé photographe, comment dans la famille dans laquelle j'ai grandi, où j'avais quand même pas mal de liberté,
Mes parents n'ont pas beaucoup de moyens, mais j'avais quand même la possibilité de rester vivre chez eux, qui me payent des études. C'était quand même une vie facile, on va dire. Ouais. J'ai pas baigné dans le pognon, mais voilà, c'était quand même... J'avais accès à plein de choses dans ma vie. Oui. Moi, j'ai quand même une vision maintenant du travail où je me dis, s'il y a un boulot... Pas qui me rend heureux, parce que je crois pas que c'est à notre travail de nous rendre heureux, mais un boulot dans lequel j'arrive pas à m'épanouir, ou que j'arrive pas à y trouver quelque chose d'intéressant, d'intriguant, qui va me remettre en question, qui va développer des capacités intellectuelles, si ce métier va pas me fournir ça, et ben en fait, par le passé, j'ai changé de métier plusieurs fois. Mais parce qu'à un moment donné, j'étais intéressé par quelque chose, j'étais intéressé par les mécaniques, j'ai fait mécano, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça, je vais me lasser de ce truc. Ouais. J'avais la chance de pouvoir changer, de pouvoir faire des études d'éduc, et là aussi, d'être confronté dans ce milieu de la petite enfance et tout, j'étais hyper intéressé par ça, parce que c'est une cause pour moi fondamentale dans ma vie. Ouais. Mais là encore, j'ai pas trouvé mon compte professionnellement. Si tu veux, la cause me plaît, mais j'étais, mais en fait, comme éduc, je vais être nul. Parce que, oui, j'aime bien les enfants. Oui, je suis passionné par le monde de la petite enfance, par jouer avec eux, par faire des entretiens avec les parents, pour essayer de débloquer des trucs et tout. Mais pas au point de vraiment me dire, je suis en feu pour mon boulot, tu vois. Et moi, j'ai besoin d'être en feu pour mon boulot. Je dis pas que c'est la réponse qu'il faudrait avoir, mais je trouve tu sais, Alexandre Astier, je crois que je t'avais envoyé un truc où il dit que lui, il kiffe jouer comme quand il jouait au Lego dans sa chambre, en fait. Et moi, ça m'a hyper marqué parce que je me suis dit, ben voilà, en fait, ma photographie ou le fait que je sois directeur de la boîte, c'est une partie de Lego. Je suis en train de construire des Lego. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut avoir la sagesse et la remise en question de se dire, mais s'il y a la partie devient chiante ou que j'ai plus envie d'empiler des briques, ben, est-ce qu'il faudrait peut-être changer de Lego, tu vois. Il faudrait peut-être jouer au Kennex ou au... Tu vois, t'as connu les Kennex Il me semble. Si vous avez connu les Kennex, mettez un commentaire, s'il vous plaît. C'était le truc avec les aimants? Non, c'était des espèces de petites pailles en couleur comme ça que tu clipsais dans des... Il y avait des circuits avec des boules et tout ça, c'était trop bien. Mais moi, il y a des gens, je pense, qui n'ont pas la capacité de changer de boulot parce que difficultés financières, enfin, je comprends tout à fait. Mais je crois qu'on peut être quand même passionné de à peu près n'importe quel boulot, tu vois. Mais pas tous. Tu vois, moi, je pourrais pas être passionné, comme je disais, de l'enfance et de la mécanique. J'ai pas été passionné au point de... Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens aussi, et moi j'ai souvent cette discussion avec mes stagiaires, c'est de savoir si, est-ce que, bah, bien sûr, t'aimes la vidéo ou t'aimes l'image en général. Puis j'ai souvent cette discussion avec eux de, mais est-ce que tu l'aimes au point que ça soit ton travail, avec les bons côtés et les mauvais côtés? Et en fait, il y a des gens qui adorent l'image, puis en fait ils réalisent que, là je prends cet exemple, l'image, mais ça peut être pour tout, mais il y en a qui réalisent qu'en fait ils adorent ça, ils sont passionnés, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça reste leur passion, ils veulent pas travailler là-dedans. Ouais, mais donc déjà, ça passe par une remise en question, tu vois. Mais par une remise en question. Mais je suis d'accord avec toi. Si, je pense que ça dépend aussi des mentalités. Ouais. Tu vois, il y a des gens, mais bien sûr. Ils peuvent, je sais pas, travailler à la commune dans un bureau 8h, 17h. Ils sont très heureux, ils finissent et après ils vont faire, je sais pas, ils sont passionnés de bateau à voile et ils vont faire du bateau et ils sont très heureux, tu vois. Mais je pense que, alors faut pas oublier la fonction première du travail, c'est quand même de pouvoir subvenir à ses besoins, vivre et tout. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, en tout cas en Suisse, on a quand même la chance de pouvoir, en principe, faire un travail qui nous permet de vivre. Quoique en Suisse, il y a quand même un nombre non négligeable de travailleurs pauvres. Ça, on l'oublie des fois parce que depuis l'étranger, peut-être qu'on a une image des fois un peu trop dorée de la Suisse, mais il y a des gens qui travaillent et qui sont dans des situations de pauvreté assez avancées, qui n'ont pas d'argent pour vivre en fait, vraiment, qui ont à peine l'argent pour payer leurs factures. Mais on est dans une société quand même privilégiée dans laquelle je pense qu'un métier qui nous rendrait malheureux, moi je comprends pas une personne qui va rester dans un métier qui la rend malheureuse si elle a la possibilité de changer. Mais autant, je ne suis pas sûr que notre métier, c'est la chose qui doit nous fournir du plaisir et notre bonheur au complet, tu vois. Je pense que ça fait partie des choses qui font qu'on est peut-être accompli en tant qu'être humain. Ça ne doit pas entièrement définir, en tout cas c'est ma vision,
moi, ça me définit pas entièrement, mais ça définit quand même une partie de ma vie. Hein. Oui, bien sûr. Et quand je mesure le truc et quand je remets en question mon métier, ma joie et mon plaisir à travailler, bah, j'essaye de le mettre dans la balance en me disant, est-ce que j'ai toujours du plaisir, donc instanté, oui. Il y a des moments de plaisir, et est-ce que je suis bien dans mon travail? Et ça, c'est plus le long terme. Est-ce que ça contribue à mon bonheur et à mon bien-être? Ouais, je suis d'accord. Ou est-ce que c'est un peu neutre, tu vois? Ouais. Maintenant, c'est quand même un questionnement d'Occident un peu, je dirais. Je pensais à ça quand tu parlais. Je suis d'accord. Parce que typiquement, quand on a fait notre voyage en Éthiopie pour un mandat, ben en fait, tu arrives dans des villages, les gens, ils ont rien. C'est la première fois qu'ils voyaient... certains villages où on est allé, c'était la première fois qu'ils voyaient des Blancs. T'arrives là-bas, en fait, je pense que le mot remise en question, il n'existe pas de la même manière que le nôtre. Non. Et en fait, ces remises en question qu'on disait justement du travail et tout ça, bah, c'est clair. Nous, en fait, c'est ça, c'est que je pense il y a un peu... Je vais utiliser le mot trésor, c'est peut-être un peu gros, mais c'est quand même... Je trouve que c'est un peu un trésor, la remise en question, de se dire... Attends, tu sais, de s'auto-poser la question, genre, mais est-ce que je suis bien là, tu sais? Est-ce que machin, est-ce que... Et puis eux, en fait, ils sont en train de planter des carottes et tout, et puis en fait, c'est leur seul truc, et puis ils font ça depuis 20 générations, et puis en fait, ils vont, les 20 prochaines, j'espère pas, mais les 20 prochaines, elles vont faire la même chose, et puis ils ont pas cette possibilité, en fait. Mais je pense que là, ça rejoint, tu sais, un peu le truc basique qu'on a tous vu un jour, c'est la pyramide de Maslow, avec les besoins par priorité, de sécurité, de s'alimenter, d'être... Enfin bref, etc., etc. Je pense que nous, dans nos sociétés, on est quand même assez haut dans la pyramide, ce qui fait qu'on a aussi des questionnements. Et puis en plus, cette pyramide, je pense que c'est assez ethnocentré, donc basé sur notre vision du monde en Occident, sur la spiritualité, c'est le point final. Et je pense que tu vas dans certaines autres cultures, la spiritualité, c'est la base. Avant la bouffe, avant l'eau. Voilà. Et bien sûr. Pour ça, je trouve assez cool, tu vois. Où je pense que nous, on a un peu mis des choses de côté, malheureusement. Mais si tu reprends cette pyramide, tu comprends qu'il y a certains questionnements que peut-être nous, on a, parce qu'on a une abondance telle que c'est n'importe quoi. Ou des fois, dans d'autres sociétés, on ne peut pas atteindre ce niveau de questionnement, de remise en question, en fait. Il y avait un gars avec qui je parlais de ça, qui est kurde. Le mec, on lui parlait de remise en question et tout. Mais dans une discussion un peu philosophique, le gars était mais fermez vos gueules en fait, je comprends rien à ce que vous dites, jamais on se pose ces questions-là, tu vois, c'est un gars qui a fui l'Irak, enfin il y a une histoire derrière qui est lourde, tu vois, enfin il a pas accès à ça, et ça fait pas de lui une personne moins bien, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, dans le développement personnel, il n'y a pas eu cette possibilité-là. En fait c'est aussi un débat qui part sur d'autres, tu pourrais partir sur d'autres, qui part sur d'autres sujets, parce que... Mais c'est clair, c'est ce truc de la richesse de la remise en question et du coup, l'utiliser. Tu vois, si tu peux le faire. Que ce soit dans le personnel, avec tes relations avec les gens, et puis dans le professionnel. Dans tes relations aussi avec les gens, mais aussi dans tes tâches que tu accomplis. Puis comme tu disais, une espèce de veille aussi permanente, je pense qu'il fait partie du bien-être d'une personne, tu vois. Je pense que ça fait partie de la santé mentale aussi. Et on devrait entretenir son corps. Je suis vraiment très mal placé pour en parler. On devrait entretenir sa qualité de vie. La boulimie, c'est cool, tu vois. Non, on devrait s'entretenir aussi psychologique. Enfin, tu vois, avoir une santé mentale qui va bien. Je pense que la remise en question, c'est un des outils qui permet une certaine maintenance, comme une bonne alimentation, pour éviter de tomber dans un truc où tout d'un coup, ta seule porte de sortie, c'est de te pendre, tu vois. Et puis, ce serait dommage d'en arriver là, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment un outil qui nous protège mentalement, quoi. Et je pense qu'il y a des signaux d'alerte dans nos vies aussi à un moment donné. Moi, j'ai eu un signal d'alerte en fin d'année 2023, où vraiment, je crois que je t'en avais parlé, on a partagé autour de ça, où vraiment je disais, mais moi, je suis plus heureux en ce moment, dans l'instant T, hein. Si je prends les derniers mois de travail, je suis plus heureux dans ce que je fais maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Il y avait eu une grosse période de travail, mais à l'heure actuelle, je suis plus heureux. J'ai des plaisirs au travail, parce qu'on kiffe, on fait des trucs, on se marre. Mais si je prends les 3 derniers mois, je suis plutôt malheureux.
qu'est-ce que je mets en œuvre maintenant pour pas que ça s'empire, qu'après les relations avec les collègues deviennent moins bonnes, etc., etc. Et puis là, nous, on a pris des décisions dans la boîte de remettre des choses, mais parce qu'on était plusieurs à avoir ce constat quand même en fin d'année. Bien sûr, ouais. Et on a pris des décisions, on s'est remis en question pour pouvoir aller vers quelque chose où on pouvait se dire qu'à un certain terme, on allait retrouver une situation dans laquelle on a plus de bonheur à vivre dans notre travail. Ouais. Et cette remise en question, c'était d'élargir nos horizons professionnels, d'aller plus dans des trucs artistiques, d'avoir des nouveaux clients pour aussi changer un petit peu d'air. Pas qu'on n'est pas content avec ce qu'on a, on est hyper honoré de travailler pour les gens avec qui on travaille, mais plus pour Bien sûr. aller voir plus loin. Parce qu'on est des artistes, on a besoin de ça en fait. On ne peut pas se contenter de juste... C'est fini quoi. Ouais. C'est pas possible. Ouais, intéressant. Maintenant, on s'est aussi posé des questions par rapport à Antipopcast. On va arrêter. Non, je rigole. C'est fini. Non, mais cette remise en question, elle fait partie, depuis le début de l'aventure d'Antipopcast, on n'a fait que de remettre en question la structure. On a changé plusieurs fois de set. Là, il y a 6 mois, on a présenté des nouveaux sets pour nos tournages, des décos qui ont été faites par Buddy, par Julien, par un peu toute l'équipe qui a bossé dessus. Et puis là, on arrive en milieu d'année. Et puis, c'est un bon moment aussi pour se remettre en question. Mais là, on va avoir un peu les vacances d'été et tout. Pour se remettre en question sur le fonctionnement de ce podcast, en fait. Tout à fait. On a toujours dit, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait les podcasts. Alors, il y avait eu une pause. Mais on a toujours dit que, on a commencé quand même les deux autour d'une table pendant le Covid, en mode, viens, on raconte des conneries dans un micro. On a commandé sur un coup de tête et puis on a commencé comme ça. Et puis, en fait, on a réussi à le professionnaliser. Mais du coup, qu'est-ce que ça a fait ? Ça fait que aussi, des fois, William et moi, on en discutait un petit peu en off, mais on aimerait le partager aussi avec vous, c'est que, en fait, on prend aussi moins de plaisir. Parce qu'on se sent plus autant proche déjà des gens, ou en tout cas de ce qu'on dit. Ou, voilà. Et puis, comme aussi notre rythme de un podcast par semaine, alors on les fait pas toutes les semaines, c'est la magie du non-direct, mais ça fait quand même qu'il y a une attente et puis que on s'était dit on va faire un par semaine et du coup on l'a tenu. En fait c'est assez intense et on se fatigue là-dedans. Ça fait 1 an et demi qu'on fait un par semaine, je crois. Ouais, on se fatigue là-dedans et puis du coup on a moins de plaisir. Donc en off avec William on a discuté et puis là c'est comme tu disais, ça va être un peu une pause estivale, donc c'est pas la fin de saison parce que la fin de saison nous on est un peu des pirates, on fait pas comme tout le monde. Nous notre saison c'est janvier-décembre, donc on va pas changer comme ça, de toute façon vous vous en foutez des saisons. Mais non mais c'est vrai, on s'en fout en vrai, c'est juste pour faire joli. Oui. Non mais du coup on va faire une petite pause, c'est pas la fin de saison, donc on se retrouvera on ne sait pas encore quand, mais après les vacances d'été. Après les vacances d'été, on va continuer les podcasts. On va en tourner cet été. Enfin, ça continue. Nous, on n'arrête pas concrètement. Tout à fait. Mais par contre, ce sera. On peut pas encore vous dire. Ce sera 2 par mois ou 3 par mois ou 1 chaque 6 mois. Ce sera pas ça. Vous inquiétez pas. Mais on peut pas encore dire vraiment la fréquence. Mais on vous tiendra bien sûr au courant des fréquences de publication et puis aussi un peu nos visions. On a 2-3 idées aussi qui sont venues. 2-3 choses aussi peut-être qu'on veut moins faire, d'autres qu'on veut plus faire. Donc voilà, on est aussi curieux de savoir ce que vous pensez, bien sûr. Alors on n'est pas des milliers, comme on l'a toujours dit, mais chaque avis compte pour nous. On sait qu'il y a des gens qui écrivent jamais de commentaires, qui regardent les podcasts, qui sont fidèles et on est super reconnaissants. J'ai eu des discussions avec des gens qui me disaient je suis tous vos podcasts et franchement ça nous touche parce que nous à la base on le faisait pour dire des conneries ensemble et puis ça intéresse des gens, donc merci beaucoup d'être là et d'être fidèle comme vous l'êtes. Mais cette chaîne elle est aussi là pour vous en fait, c'est pas notre chaîne, c'est votre chaîne aussi. Et nous on serait vraiment honorés que vous puissiez aussi écrire en commentaire ce que vous aimeriez voir, moins voir, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus plu aussi cette saison, et puis si aussi des gens que vous voulez peut-être revoir, des invités qui vous ont plu, etc. C'est vraiment important pour nous qu'il y ait cet échange avec vous.
Après, moi, je suis conscient aussi que l'espace commentaire, il est public. Et qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise avec ça. On a reçu déjà des messages privés, alors qu'on reçoit via Instagram ou via même nos mails. Nos mails pro, ouais. Et c'est cool parce qu'en fait, on a reçu vraiment des mails qui nous ont permis... On n'en a pas reçu des dizaines, mais les mails qu'on a reçus nous ont permis d'améliorer la qualité audio du podcast à un certain moment, nous ont permis d'améliorer des thématiques à un certain moment, d'avoir même des invités qui se proposaient avec des thématiques proposées. Et ça, c'était hyper riche, ça, c'était génial. Donc, c'est aussi quelque chose qui est ouvert. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une proposition ou des suggestions d'invités ou de thématiques, on est preneur parce qu'en fait, ça nourrit aussi nos idées. Et ça nous fait remettre en question. Et ça nous fait nous remettre en question, clairement. Et vous avez aussi la possibilité, via Instagram Antipopcast ou via... on a un site internet qui s'appelle agencemouto.ch où dessus il y a notre mail et vous pouvez nous envoyer des demandes plus fournies en termes de texte sur ce mail. D'autres personnes ont trouvé ce moyen-là, vous le trouverez aussi. Pour nous, ça nous aide vraiment. On est tout content quand il y a un commentaire qui est écrit. Bien sûr, c'est tellement rare qu'on est tout content. C'est ça. On vous encourage à le faire si vous êtes motivé, mais on comprend aussi que l'espace public n'est pas facile à utiliser tout le temps. Mais en tout cas, vos retours sont importants. Prends pas l'engagement qu'on a pris en début d'année, c'était de se dire on va jusqu'au bout de cette année. Et puis, moi, ma vision, c'est qu'on aille encore des années devant. Sûr. Mais maintenant, on réajuste un petit peu le rythme. On ne sait pas exactement, comme disait François, la fréquence de publication, mais ce qui est sûr, c'est qu'on tient notre engagement jusqu'à la fin de l'année sur une régularité et un format qui va rester le même pour cette saison. Voilà, exactement. Voilà. Et puis après, en fait, ça nous aide vraiment de savoir qu'est-ce que vous aimez. Plus court, plus long, moins d'invités, plus d'invités. J'aime pas William, j'aime pas François. J'aime pas François, vous pouvez dire en fait. C'est normal. Si vous n'aimez pas William, je fais tout seul. Oui, tu parles tout seul. Mais c'est hyper important. Maintenant, François, toi, qu'est-ce que c'est pour l'instant sur les épisodes qu'on a pu faire, un épisode qui t'a bien plu? Moi, c'est pas... Alors déjà, il y a un des deux formats que tu sais, parce que je t'ai dit en off, que je préfère. Mais tu peux te dire, hein. J'ai le droit. Ouais. Non, moi, j'adore nos invités, je les aime trop. Tous ceux qu'on a eus, j'ai vraiment des super souvenirs et des fois, on reste en contact. Je vois leur story, je vois un peu leur vie et puis je suis trop content de me dire qu'on les a eus et qu'ils ont pu aussi s'ouvrir parce que ça, c'est aussi un point qui est assez ouf, c'est que les gens, ils viennent et ils déballent un peu leur sac. On n'est pas une chaîne avec des millions d'abonnés, donc ils sont pas là forcément pour se faire une pub, mais ils viennent et puis ils prennent de leur temps pour ça, donc ça, c'est incroyable. Ouais. Maintenant, c'est clair que moi, mon format préféré, c'est quand on est les deux. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, on a commencé comme ça. On a commencé dans la même dispo, alors on n'avait pas un bar comme ça, mais on a commencé comme ça. Et puis aussi parce que quand on est plus, il y a ce truc où moi je suis peut-être plus animateur et je peux moins rentrer dans les conversations. Alors j'écoute beaucoup, mais je dois tenir un peu plus. Que quand on est juste les deux, c'est quand même agréable parce que on a ces discussions, bien sûr elles sont filmées pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou aussi, aussi enregistrées bien sûr pour toutes les autres plateformes, mais c'est des discussions, elles sont entre guillemets sans filtre, je dirais à 95%, dans le sens que c'est vraiment une discussion qu'on aurait avec vous autour d'un bar. Donc j'aime beaucoup cette authenticité et puis aussi on se connaît bien, donc ça marche bien, c'est facile. Maintenant, si je devais te sortir un épisode, moi je trouve que c'est trop dur. Pour moi, il y a plein d'épisodes quand on coupe les cams, je suis là, ouf, ça c'était cool, ça c'était bien. Pour moi, il y a plein d'épisodes qui ont été cool, même avec des invités. Et toi, moi, j'aime bien les deux formats. Alors, j'ai pas le rôle d'animateur sur... je dis des conneries, en fait, quand on a des invités. Et ça, j'aime bien, parce que j'aime bien dire des conneries. Et puis, je m'en fous, c'est trop cool. Donc, on va dire, le format invité, pour moi, il est relax. Après, il est plus dur à organiser. On doit trouver des dates et tout. C'est un peu plus contraignant quand même, alors que les autour d'un verre, on est là. OK, c'est bon, on a 1 heure maintenant, on le tourne vite. Parce qu'on a les sujets qui ont été préparés et tout, et c'est cool. Moi, j'aime bien les deux formats. Je trouve qu'ils sont assez complémentaires. J'ai vraiment le sentiment qu'on va plus en profondeur. Moi, un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est celui, je sais plus lequel c'était, mais celui où on avait parlé à un moment aussi, un bout de ta vie perso aussi, de ce que tu avais vécu l'an dernier, il y a 2 ans, enfin voilà, bref. J'ai trouvé que c'était... En fait, beaucoup de autour d'un verre, je trouve que dans la profondeur, on va des fois toucher des choses où
ça me touche personnellement et ça me remue. Ouais, on se met plus à poil en fait. Ouais, vraiment. Et ça, je trouve cool parce qu'il y a vraiment ce côté où je suis là, waouh, ok, ça remet un truc en moi, ça fait du bien, tu vois, ça évite que les choses stagnent. Dans le truc des invités, pour moi, c'est un peu plus léger en termes de remise en question. Et puis des fois, il y a eu enfin franchement, en fait, je trouve qu'on se marre bien. Il y a eu quelques épisodes vraiment où c'est parti en gros délire quand même. Et ça, je trouve cool en fait. Quand on se regarde avec François des fois, puis on se dit, mais discrètement pendant l'enregistrement, on est là, mais soit on sait pas où ça va partir. On a perdu le contrôle. Soit on se marre déjà trop. Et enfin bref, ça j'aime bien quoi. Ouais, à fond. Bah, trop bien. Voilà un peu. On a fait le tour. On a fait un peu le tour, hein. Ben merci Will. C'était un plaisir de faire ces 6 mois avec toi. 6 mois de plus. Mais je me réjouis de te retrouver aussi après l'été. On se réjouit aussi de vous retrouver après l'été. On vous souhaite d'excellentes vacances d'été. J'espère que vous avez plein de projets magnifiques. Et puis, il y a plein d'épisodes à regarder en attendant si vous les avez pas tous vus. Il y a plein d'épisodes à regarder. Des heures et des heures. Enfin voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On se dit à après l'été. Portez-vous bien. Ciao.